J'ai demandé à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Bonsoir et merci de votre fidélité à Télé 7. Bienvenue à ce journal. D'abord les titres. Jean Bamanissa et Jacques Mbadou élus respectivement la tête de la province orientale pour le premier et celle du Bas-Congo pour le second. Jean Bamanissa, 48 voix, a battu Jean Tokole Ilongo qui obtient 45 voix. À Matadi, l'ancien gouverneur Jacques Mbadou a obtenu 17 voix contre 11 à son concurrent Déon Koussou. La situation sécuritaire reste volatile à l'est de la RDC. Le porte-parole militaire de la MONUSCO l'a confirmé ce mercredi avant de rassurer que des patrouilles mixtes FRDC-MONUSCO permettront de contenir les incursions des forces négatives. Voilà tout pour les titres. Bonsoir. Jacques Mbadou Sita revient à la tête de la province du Bas-Congo. Il a battu Déon Koussou au second tour avec un score de 17 voix contre 11 à son challenger. L'élection a eu lieu ce mercredi à Matadi. Suivez l'ambiance qui a régné ce lundi au chef-lieu de la province du Bas-Congo à travers ce duplex de Oscar Bakandoa. L'élection du gouverneur de la province du Bas-Congo ce mercredi 31 octobre. En fait, c'est le deuxième tour après le premier tour qui a eu lieu le dimanche 28 octobre. Où aucun candidat n'a pu obtenir la majorité absolue pour être plébiscité gouverneur. Ce mercredi 31 octobre 2012, M. Jacques Mbadou vient de obtenir 17 voix contre 11 sur Déon Koussou. Logiquement, donc, il est passé et proclamé gouverneur de la province du Bas-Congo pour une période de 6 mois, car il faut attendre après 6 mois, disons 6 mois après, les élections municipales et locales pourraient être organisées au niveau de notre province du Bas-Congo, de toute la province, disons tous les pays. Il faut dire que toute la population de Matadi, où se sont déroulées les élections, s'attendait donc à deux choses, soit la reconduction de Déon Koussou ou l'élection de Jacques Mbadou. Et les politiciens ne se sont pas divisés, comme on a toujours eu l'habitude de le constater dans les différentes états-majors, parce que et tout à l'heure, d'ailleurs, on a assisté, n'est-ce pas, à deux candidats de la majorité présidentielle. L'un se présentait comme indépendant, Jacques Mbadou, et l'autre se présentait ouvertement comme candidat de la majorité présidentielle. Il n'y a pas donc eu de trahison. Le fait que Jacques Mbadou a déjà dirigé la province pendant 6 mois après la première législature, et il a fait de très bonnes impressions, ce qui a convaincu les électeurs pour lui faire encore confiance et lui donner ce mandat de 6 mois. À savoir ce que sera après les élections municipales. Voilà donc l'ambiance qui a régné au niveau de Matadi. Ça vient de se calmer tout à l'heure parce que tout Matadi était en ébullition. Les taxis, les hommes, les femmes et les enfants sont même sortis de l'école pour acclamer l'élection du nouveau gouverneur. Voilà donc cette ambiance qui a eu lieu. C'était donc depuis Matadi, Angelo Mayamboula pour les comptes de Télé 7.
Merci Angelo Mayambula. La même ambiance a régné à Kisangani où Jean Bamanissa a surclassé son challenger, le député provincial Jean Tokole. Il a obtenu 48 contre 45 à son concurrent. Je vous propose de suivre l'ambiance qui a régné sur place avec notre envoyé spécial depuis Kisangani, Adam Chemissi. Jean Bamanissa vient d'être élu gouverneur de la province orientale. C'est désormais définitif et officiel. Le 38e gouverneur de la province orientale s'appelle Jean Bamanissa. L'homme d'affaires métis a battu le millionnaire Jean Tokole par 42 voix contre 45. Jean Bamanissa, très populaire ici, n'avait lui, il faut le dire, il faut le préciser, que le soutien de la population. Maintenant, le travail qui attend Jean Bamanissa, comme on l'a dit, c'est le travail de la réflexion des routes. Ce sont les infrastructures routières qui doivent maintenant subir de l'évolution et du modernisme. Et il se note également que cette élection a été une élection vraiment démocratique. Darwézy a été battu, celui qui avait le soutien de la MP, du PPRD, a été battu, le candidat de la majorité. Et le deuxième tour a opposé Jean Bamanissa et John Tokole, le billionnaire, le redoutable John Tokole, qui a été battu à Danchemissi depuis la ville de Kisangani pour TLC. Mais qui est donc le nouveau gouverneur élu de la province orientale? Quelles sont ses réalisations, son parcours politique et économique? Je vous laisse le découvrir dans ce portrait. Fils de Nyakato Violette et de Dr Barlovaz Alex, Jean Bamanissa Saïdi est né à Kisangani le 7 avril 1964. Marié et père de 3 enfants, il est titulaire d'un diplôme des humanités scientifiques obtenu en 1983. Il commence des études de biologie à l'université de Kisangani, mais très vite, il abandonne pour se lancer dans le monde des affaires. En 1985, il est employé dans une entreprise de négoce. 2 années plus tard, il crée sa propre entreprise dénommée Badge Esperel, entreprise spécialisée dans l'entretien des bâtiments et qui emploie plus de 200 personnes. En 1994, il crée Petrobadge, un département de Badge Esperel qui s'occupe de la distribution des produits pétroliers et lubrifiants. À ce jour, il est à la tête d'un groupe d'entreprises œuvrant dans divers domaines, dont l'immobilier, entretien des bâtiments, jardinerie, études de projets et promotion des investissements et restauration. Homme de cœur, il a depuis 2005 mis sur pied une fondation qui porte son nom, laquelle concourt au bien-être de la population congolaise dans son ensemble et l'encadrement des masses défavorisées en particulier. En 2006, il est élu député national de la circonscription électorale de Kisangani. Obama, comme l'ont surnommé ses collègues de la première législature, est à la base de plusieurs motions, interventions, questions orales et écrites et d'une interpellation sur la gestion des blocs pétroliers en RDC. Convaincu que le développement de la RDC passe par l'agriculture, il est l'auteur de la proposition de loi portant disposition générale d'orientation agricole en République démocratique du Congo. Et toutes nos félicitations, monsieur le gouverneur. La situation sécuritaire dans le Nord Kivu reste tendue et imprévisible. C'est ce qui ressort du rendez-vous hebdomadaire de la mission onusienne avec la presse ce mercredi. Dans son rapport, la MONUSCO signale des exactions commises sur les populations locales par les éléments appartenant au mouvement rebelle qui opèrent dans cette partie du territoire national. Monique Kunda. Elle suit normalement son cours dans la région de Dougou. Les FARDC soutenus par la force de la MONUSCO maintiennent fermement leur position de défense et contiennent toutes les incursions des éléments du M23 et d'autres groupes armés. C'est ce que confirme le porte-parole militaire de la MONUSCO, Félix Prosper Baz. Malgré les opérations conjointes FARDC-MONUSCO, la situation sécuritaire demeure tendue et imprévisible à cause des graves violations de droits de l'homme commises sur les populations civiles dans la province du Nord Kivu. Des abus mis à charge du M23, des forces démocratiques de libération du Rwanda, les Maï Maï et les Raïa Mutomboki. Les atrocités commises par ces forces négatives se caractérisent par les viols, les enlèvements, la détention arbitraire, la taxation illégale, les actes de banditisme, les pillages et les incendies des maisons. Pour le moment, d'autres voies ont été initiées par les plus hauts responsables de ce pays-là
pour trouver des solutions aussi bien au plan politique qu'au plan diplomatique. Toujours est-il que la solution militaire est toujours là, et dans ce cadre-là, tous les acteurs impliqués dans ce conflit-là trouvent ou mettent en place des mécanismes qui permettent d'arriver à une résolution de ce conflit. Les patrouilles intensives régulières continuent d'être menées par les postes opérationnels de la MONUSCO déployés à Kibati et Mungunga dans le cadre de l'opération unilatérale Nguvu-Utuka. Quant à l'occupation intégrale de Rutshuru par le M23, le porte-parole militaire rejette la responsabilité au gouvernement congolais. Prise à l'est du pays, l'option militaire constitue le dernier rempart pour le gouvernement. Les deux premières solutions proposées par le président de la République, à savoir la diplomatie et l'option politique, se poursuivent sans donner des résultats attendus. Cette question est analysée dans ce commentaire de la rédaction rendu par Oscar Bakando. À y regarder de près, le deuxième fer mis au feu par le gouvernement, en l'occurrence l'option politique, ne semble pas brûler. Les consultations amorcées à un moment donné se sont estompées sans crier gare. La commission ad hoc mise en place est entrée en hibernation. Depuis lors, sur le point mort, voire aucune évolution n'est pointée à l'horizon. D'autant que l'option gouvernementale consistant à ne point se retrouver autour du même table avec le M23, où sa transhumance armée révolutionnaire congolaise est soutenue par une importante frange de l'opposition publique. Que ce soit au sein des institutions locales ou nationales, la météo ne laisse pas entrevoir des négociations politiques certaines. Les prises de position officielles font croire que la porte est hermétiquement fermée au conciliabule entre acteurs politiques tant du M23 que de l'ensemble de la classe politique. Or, dans une récente sortie publique, le Premier ministre a fait des déclarations qui ont dépaysé l'opinion publique. Matata Ponyo a à nouveau rabattu le triptyque du chef de l'État. Il est revenu sur les trois options, à savoir diplomatique, politique et militaire. Toutefois, il a laissé entendre que l'option militaire était le dernier rempart, après que toutes les options aient été épuisées. Cela a sonné comme un flottement, sinon un ballottage dans l'entendement populaire. Les attentes sont mitigées sur tous les trois fronts. Le gouvernement hésite et ne veut pas se l'avouer. Toutefois, les affres de la guerre que subissent les compatriotes dans l'est du pays n'offrent qu'une étroite marge de manœuvre aux autorités congolaises. Celles-ci devraient lever une option claire qui rassurerait l'ensemble des Congolais sur l'issue heureuse de la crise actuelle. Dossier démolition. Les victimes ont saisi la justice. La première sur cette affaire a eu lieu ce mercredi au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe. Cette affaire, qui remonte à plus de 2 mois, oppose Dimanja Amba et consort à l'hôtel de ville de Kinshasa. L'audience est renvoyée au 14 novembre, le temps de permettre aux parties d'échanger des pièces. Les parties civiles réclament la réparation des préjudices subis. Jemima Mogo et Jean Piquet. Voilà tout ce qui reste de ces belles maisons qui, autrefois, faisaient la fierté de ce quartier qui compte parmi les plus huppés de la ville de Kinshasa. À la demande de l'hôtel de ville de Kinshasa, toutes les habitations construites le long de la voie ferrée ont été descendues par les tracteurs de l'opération Kinbopeto. Et comme promis, les victimes ont saisi la justice pour dénoncer la destruction méchante de leur maison afin d'obtenir réparation. Notre droit a été violé. C'est un droit qui est consacré dans la Constitution, dans son article 34. La propriété privée étant sacrée, nul ne peut procéder à une démolition ou une expropriation quelconque sans suivre la procédure selon la loi. Et la loi dit que dans un pareil cas, il faut d'abord une mesure judiciaire, une indemnisation, et puis ensuite on peut procéder à la démolition ou à l'expropriation. Ce qui n'a pas été le cas pour nous. Nous n'avons
n'avons pas non plus aussi été notifiés par écrit. Il n'y a aucun document que nous avons reçu. Nous sommes vus tout simplement aujourd'hui violés dans notre droits humains au plus profond, au point où nous en sommes à passer la nuit à la belle étoile. La bataille s'annonce rude devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Cela d'autant plus que la cause met face à face l'État congolais et les victimes de cette opération. Qu'à cela ne tienne, les avocats de la partie civile se montrent optimistes. Nous attendons les dédommagements et puis la condamnation personnelle de tous ceux qui sont intervenus dans la démolition anarchique, sans mise en demeure, sans respect des titres authentiques, notamment le certificat d'enregistrement. Et nous avons de preuves que l'ONATRA lui-même avait ordonné et demandé aux conservateurs de pouvoir lotir des parcelles aujourd'hui démolies anarchiquement par le colonel Kanyama sous les ordres du gouverneur Kimbuta. Les deux parties ont 2 semaines pour réunir toutes les pièces à conviction à verser dans le dossier. Puis viendra la vraie bataille judiciaire qui promet d'être très disputée. Épargner en RDC pour un avenir, oui, c'est possible. C'est le thème choisi pour célébrer la Journée internationale de l'épargne. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Jean-Claude Massangou, a mis à profit cette occasion pour exhorter la population, surtout la jeunesse, à la culture de l'épargne en vue d'envisager l'avenir en toute confiance. Reportage. La journée mondiale consacrée aux bienfaits de l'épargne est célébrée à travers le monde chaque 31 octobre. À Kinshasa, la Banque centrale du Congo n'a pas dérogé à la règle. Jean-Claude Massangou, gouverneur de la Banque centrale du Congo, a saisi cette opportunité pour appeler la jeunesse à venir de demain à intérioriser la culture d'épargne. Introduite dans notre pays, depuis octobre 2011, cette fête de l'épargne s'ancre progressivement dans les habitudes, aussi bien des institutions financières que de nos enfants qui demeurent la cible principale visée par cette action. Michel Osembe, président de l'Association congolaise des banques, se félicite de l'augmentation des comptes d'épargne à Kinshasa. D'énormes réformes ont été faites dans le système financier. Plusieurs banques ont disparu du paysage. Plusieurs banques ont dû recapitaliser. Plusieurs banques ont dû revoir complètement leur structure et leur fonctionnement. La Banque centrale, à travers la direction de supervision des intermédiaires financiers, leur a exigé des plans de redressement crédibles de manière à restaurer leur solvabilité et donc leur crédibilité. La Banque centrale du Congo dit soutenir l'ouverture des comptes au profit de plus d'une dizaine d'élèves, une manière pour la BCC d'inciter la jeunesse à une culture d'épargne. Côté spécialiste, on avoue que les Congolais dépensent beaucoup mais épargnent moins. Alors, dans l'opinion, les avis restent partagés. Si les uns sont d'avis qu'il faut déposer son revenu dans une maison d'épargne, d'autres, par contre, n'accordent aucun crédit à toutes les maisons d'épargne du pays. Jemima Mogo, Ange Matulonga et Evelyne Chibola. Toute personne est censée utiliser avec beaucoup de précautions le peu de revenus qu'elle gagne. Les Quinois dans l'ensemble se débrouillent à longueur de journée pour nouer les 2 bouts du mois. Le plus avisé conseille de penser à l'épargne. Si dans les temps, les Quinois étaient réticents pour placer leur argent dans des caisses d'épargne, petit à petit, les avantages qu'offrent différentes maisons d'épargne ont fini par leur faire changer d'avis. Moi, j'ai ma façon d'encaisser mon argent. Des fois, j'ai des caisses à la maison. Des fois, je les garde dans ma chambre, dans un endroit où personne ne peut pas entourer facilement. Alfred Bouchana, président du conseil d'administration de la COPEC, estime pour sa part que l'épargne est liée à la vie. Il plaide en faveur de toutes les caisses d'épargne du pays. Dans notre contexte actuel de notre pays, il y a un grand problème d'épargne. Pour épargner, les gens sont obligés de consentir des grands sacrifices parce que la majorité de la population consomme plus que leurs revenus. On peut épargner pour préparer sa retraite, mais aussi pour financer les projets à long, court et moyen terme, ou encore pour garantir l'avenir de ses enfants, grâce à tous les services d'épargne mis à la disposition des clients par certaines institutions financières. Les Quinois ont le choix entre garder eux-mêmes leurs petites ressources avec tous les risques que cela comporte et les placer en lieu sûr à travers l'épargne.
Dans le secteur des mines, la plateforme pour la promotion et la défense des droits économiques, sociaux et culturels tire la sonnette d'alarme après un audit réalisé dans 2 sociétés minières installées au Katanga. Cette plateforme a découvert la surévaluation des investissements et la minorisation des taxes et impôts par l'une d'entre elles, Tenke Fungurume. Le desk appelle ainsi le gouvernement à se pencher sur ce dossier pour rétablir la vérité. Bichoumbouyi et Chakonyembo. Depuis 2011, le gouvernement congolais avait initié un audit de certification et d'investigation des immobilisations des sociétés minières basées au Katanga. Il s'agit des entreprises minières Tenke Fungurume et Kamoto Company. Il est reproché à ces 2 entreprises minières d'avoir déclaré des investissements importants alors que les prévisions des études de faisabilité indiquent le contraire. La plateforme pour la promotion et la défense des droits économiques, sociaux et culturels, qui suit de très près le dossier, lève le ton et confirme qu'après avoir parcouru le rapport provisoire rédigé par les cabinets d'audit de BDO et ECA depuis le 8 mai dernier, les valeurs déclarées par la société TFM ne sont ni régulières ni certifiées, comme l'exige l'initiative de transparence pour les industries extractives. Cette organisation dénonce en même temps une complicité de fraude entre TFM et ce cabinet d'audit. Ce constat a été fait alors que la société TFM a fait l'objet des audits annuels par le cabinet international Ernst & Young. Cet auditeur n'a jamais déclaré aux actionnaires cette irrégularité. Nous dénonçons cette pratique illégale dans la gestion de la société TFM et de plusieurs autres entreprises extractives ainsi que des cabinets d'audit internationaux. La plateforme DSC ne compte pas s'arrêter là. Ses responsables promettent de saisir les institutions boursières internationales. Toutefois, ils formulent quelques recommandations au gouvernement et à la société Tenke Fungurume. D'abord les cabinets, parce que ces cabinets-là, on nous rassure. Première chose. Deuxième chose, comme en Zambie, les ONG ont porté plainte contre Glencore. C'est une grande multinationale dans le secteur des mines, pour fraude. Donc nous pensons que dès que les éléments sont réunis, que la fraude est constatée, nous devons aussi avoir le courage d'amener ces entreprises et ces cabinets en justice, si pas ici chez nous, mais dans leur pays d'origine. Aux organisations de la société civile, le DSC recommande de dénoncer toute manœuvre de dissimulation des valeurs réelles, tant des investissements que des taxes et impôts par les entreprises en complicité avec certains agents de l'État. Autre chose à présent, le pont Epoulou 2 est totalement remis en état. Un ouf de soulagement pour les populations de la province orientale, effondré le mois de septembre dernier à cause de la surcharge d'un camion remorque. Sa réhabilitation permettra la libre circulation des biens et services. Élisée Bilonda Kassonga et Blanchard Kandolo qui ont séjourné rapportent. Près d'un mois après l'effondrement du pont Epoulou 2, le gouvernement avait dépêché une équipe de l'office de route pour jeter un nouveau pont sur les sites. Il est fin prêt. Il ne reste plus que quelques travaux de finissage avant la réouverture de la circulation prévue le 5 novembre prochain. Des précisions sur cet ouvrage avec Nzita Malo, coordonnateur technique à l'office de route province orientale. On a travaillé, on a monté le pont, on a lancé. Bon, le problème qui s'est posé là-bas, ce sont au niveau des infrastructures, c'est-à-dire le kilé. Le kilé était conçu pour un pont belé. Alors, le pont qu'on a amené là-bas, c'est un pont qu'on appelle Wanyabiro. C'est un nouveau pont qui n'était pas sur cette route-là. Alors, vous voyez que c'était un peu surélevé par rapport à l'ancien pont. Il fallait, en ce moment-là, qu'on puisse ajouter d'autres éléments qu'on appelle le sommier, le mur de garde de grève, plus le mur en retour. Alors c'est ce qui fait que, comme on a ajouté ces histoires-là dont je vous parle, il fallait un temps, puisque le béton durcit au moins pendant 28 jours. En attendant, les populations empruntent des embarcations de fortune pour faire leurs affaires. L'ancien bâtiment du Grand Hôtel Kinshasa pourra revêtir sa plus belle robe d'attente d'ici le mois d'avril 2013, a affirmé Romain Flébert, directeur général du Grand Hôtel Kinshasa, au cours d'un point de presse organisé ce mercredi. Les travaux sont exécutés par l'entreprise italienne Consomi Mariamboya et Fiston Bouini. Face à la presse, le directeur général du Grand Hôtel Kinshasa, Romain Felbert, annonce la réfection des fonds en comble de l'ancien bâtiment de cette institution hôtelière. Cet hôtel 5 étoiles existe depuis 40 ans. Il dispose de 400 chambres bien équipées, 3 restaurants haut de gamme.
L'immeuble sera réfectionné par l'entreprise italienne Consoni. C'est une reconstruction totale pratiquement qu'il faut faire, ce n'est pas juste un rafraîchissement, c'est important que vous le compreniez. Lancer un projet de cette ampleur, vous imaginez que ce n'est pas une mince affaire. Le projet, comme il avait été lancé en 2008, était complètement abandonné et arrêté, donc il a fallu réinitier l'ensemble du projet, c'est-à-dire les études techniques, le design. Il a fallu monter un cahier des charges par rapport à ça. On a lancé un appel d'offres international, c'est aussi très important que vous le sachiez. Donc on a fait un appel d'offres international à des entreprises générales. On s'est adressé à des entreprises d'Afrique du Sud, à des entreprises chinoises, à des entreprises turques et des entreprises européennes. Par ailleurs, la tour sera réhabilitée, l'électricité, la plomberie et les chambres devraient désormais répondre aux normes sécuritaires européennes. Ces projets qui, lancés depuis avril dernier, se poursuivent. Déjà, on peut constater la modernisation d'une partie de ces complexes hôteliers qui accueillent souvent les invités de marque. Il sera doté du système de protection anti-incendie ultramoderne, le tout pour donner un séjour agréable à toutes les personnes qui auront choisi l'ex-hôtel intercontinental. L'OCC vient de procéder à l'incinération des tonnes de produits avariés saisis à Lukala. Les brigades de l'OCC ont fait la même chose à Kasumbalesa, Beni, Butembo et Matadi. Albert Kassongo Mukonza a demandé à ses équipes de doubler la vigilance pour protéger la population. Vous aurez les images dans notre édition de demain. Clôture ce mercredi de la phase finale du concours national de plaidoyer en droit international humanitaire. Cette compétition à l'intention des étudiants en licence des facultés de droit de l'université de cette province a été organisée par le CRCR dans le but de promouvoir ce droit dans le milieu académique. La remise des prix par le ministre de l'ESU a eu lieu au CEPAS, Bijombouyi et Bébi Malovo. Au terme de 3 journées de compétition, l'heure est au couronnement des équipes qui se sont distinguées en matière de plaidoirie sur le droit international humanitaire. L'équipe de l'université officielle de Bukavu reçoit ainsi le trophée gagnant. Elle est suivie de l'université de Kinshasa qui reçoit pour sa part le trophée champion. Une compétition appréciée par les récipiendaires, d'autant plus qu'elle leur a permis de rivaliser d'ardeur et d'étaler les connaissances acquises en cette matière. Ce concours, vraiment, c'est très magnifique pour le CSR de les organiser, surtout pour encourager les étudiants à approfondir leurs connaissances en droit international humanitaire. On étudie par rapport à l'approfondissement du droit international humanitaire. Alors si on est parvenu à remporter la coupe, c'est que, bon, peut-être si on a approfondi par rapport aux autres, je ne sais pas. Dans un monde de plus en plus en proie à la violence et à des crises humanitaires aux conséquences multiples, le CICR peut se dire rassuré d'être suivi dans sa mission de promotion du droit international humanitaire. Cette seconde expérience nous confirme davantage l'intérêt qu'ils portent les étudiants et leurs enseignants à cette branche du droit international public et nous conforte dans notre volonté de poursuivre notre soutien à l'enseignement du DIH en République démocratique du Congo. La satisfaction est aussi partagée par le ministre de l'ESUR qui ne manque pas lui aussi de saluer l'initiative. Un exercice auquel se sont livrés les étudiants de première et deuxième licence en droit de cette province de notre pays ayant pris part en cette phase finale a permis non seulement d'aiguiser leurs connaissances en droit international humanitaire, mais aussi d'asseoir davantage, j'espère, leur conviction d'être défenseurs dans la vie pratique qu'ils affronteront bientôt. Quoique n'ayant pas reçu des trophées, les autres candidats ont tout de même été gratifiés, car le fait de ne pas être qualifiés ne signifie pas qu'ils ont démérité. Une photo de famille avec le ministre, et cela reste gravé dans les annales du CICR. À présent, nous allons lire les journaux parus ce mercredi dans la capitale. Ils ont été sélectionnés et commentés pour vous par aussi Martin Bouyamba. Revue de presse. Élection des gouverneurs du Bas-Congo et de la province orientale, on en parle aussi dans cette table de journaux. La référence plus, seule à en parler, revient justement sur les chefs des candidats de la majorité présidentielle. Le journal pense que le chèque de Jean-Pierre Daroezi a d'autant plus étonné que la province orientale semble être l'un des fiefs de la majorité présidentielle. Le confrère conclut que ceci doit interpeller l'autorité morale de la majorité présidentielle.
conclusions de plusieurs observateurs. L'actualité, c'est aussi le discours mardi à la Chambre basse du Parlement du président de la Chambre de représentants du Royaume de Belgique. Sur le titre, André Flao, je cite, « Je ne suis pas venu donner de leçons aux Congolais ». Fin de citation. L'avenir note qu'à travers Flao, la Belgique confirme qu'elle demeure un partenaire qui doit dire la vérité et qui s'interdit justement de transposer son modèle politique. Le discours qualifié de paternaliste du président de la Chambre de représentants du Royaume de Belgique a remué, à en croire le phare, le couteau dans la plaie de plusieurs Congolais encore traumatisés par les élections controversées de novembre 2011. Applaudi par les députés de la majorité et chahuté par ceux de l'opposition, l'homme d'État belge a demandé, rapporte le confrère, aux Congolais de tourner la page de la vérité des urnes, comme si les Congolais avaient seulement le droit de voter et non d'élire les gouvernants de leur choix. S'étonne le quotidien. Voilà qui divise l'opposition et la majorité renchérit l'observateur. Si pour les élus de la majorité, on a apprécié à son juste titre l'intervention du parlementaire belge, pour l'opposition par contre, le discours d'André Flao est loin de se rapprocher de la vérité sur le terrain. Les hésitations du gouvernement et le titre du potentiel qui d'ailleurs se propose de voie de sortie de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. L'option militaire constitue le dernier rempart après toutes les options qui auront été épuisées selon l'entendement du gouvernement congolais. Cité ici, la prospérité s'intéresse aux routes. Le tabloïd se félicite que le FONER soit à la recherche des voleurs sur l'affaire de 24 millions de dollars américains. Fulgence Barros Lobota, directeur général du Fonds national d'entretien routier, a éclairé mardi l'opinion sur les prérogatives dévolues à son institution chargée de l'entretien des routes et non de leur réhabilitation. Le FONER finance l'entretien et non la réhabilitation des routes, précise-t-il. Les dépenses liées à l'entretien qui peut être courant, périodique ou la protection des infrastructures signe et persiste le patron de cet établissement public cité dans ce papier. Et ces phrases interdites de lire renseignent que Madiam Diam Moupur est surpris en flagrant délit avec la caissière de l'association des femmes tireurs de vin de palme de Kapanga. Toute la ville ne parle que de ton affaire. Cela ne te gêne pas d'être surpris en flagrant délit avec une femme d'autrui, lui demande le pasteur Irum Abob Bob. Kapanga est une ville où on déforme tout. Ce n'était pas au lit que j'étais surpris, pasteur. J'accepte justement que j'étais surpris en flagrant de natte parce que nous étions dans un hôtel où les lits ont été remplacés depuis longtemps par des nattes importées de l'Angola. En tout cas, changez de langage. Bonsoir à tous. Merci aussi Martin Bouyamba pour cette revue de presse qui vient mettre fin à ce journal. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Les complots étaient déjà faits. Les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie
dans ces frontières de 1960.